Hello Booktube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui n'est autre que mon bilan du mois de janvier. Je pense que vous pouvez le voir, il y a quand même pas mal de livres dont je vais vous parler aujourd'hui, donc n'hésitez pas à prendre une petite boisson et à vous mettre sous un plaid pour pouvoir passer cette vidéo dans de bonnes conditions. Comme d'habitude, petit disclaimer de début de vidéo, j'ai lu une douzaine de romans ce mois-ci, mais je veux rappeler, comme d'habitude encore une fois, que ce n'est pas une compétition. J'ai vraiment beaucoup de temps libre et la lecture c'est forcément ma passion, je crée du contenu dessus, etc. Donc c'est normal que je lise autant. Si vous lisez plus que moi, c'est génial. Si vous lisez moins, c'est tout aussi cool. L'important, c'est juste que vous aimiez vos lectures, que vous ayez un maximum de coups de cœur. Donc ne vous comparez pas aux gens que vous voyez sur les réseaux sociaux. Deuxième petite info, avant qu'on se lance, je ne ferai pas de longs résumés sur chacun des livres. Tout simplement parce que si je le faisais, ça serait extrêmement long. Donc à chaque fois, je vous donnerai peut-être une ou deux phrases de pitch, mais ce sera tout. Mais du coup, je vous invite à tout simplement aller vous renseigner pour les livres qui vous donneraient envie et dont vous souhaiteriez avoir un plus long résumé. Ou aussi à venir me poser des questions en commentaire, je réponds à absolument tous vos messages, donc n'hésitez pas à venir papoter, tout simplement. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner si jamais vous souhaitez suivre mes petites aventures livresques. Cette fois-ci on est bon, je pense qu'on peut commencer, et le tout premier livre, ça a été un énorme coup de cœur, et c'est The South Girl de Aya Estrella aux éditions Plume du Web. Il s'agit du premier tome d'une duologie pour lequel j'avais réalisé un vlog lecture sans spoiler, qui est disponible sur YouTube également, si jamais vous avez envie d'aller voir. Et je m'étais dit que c'était un peu le moment de le lire en ce début d'année, parce que le tome 2 que je viens de recevoir sortira le 14 février. D'ailleurs, merci beaucoup à Plume du Web pour cet envoi. Et pareil, je ferai aussi un vlog lecture sur celui-ci, donc n'hésitez pas à activer la cloche pour pouvoir avoir la notif quand ce sera en ligne. Alors pour ceux qui n'en ont encore jamais entendu parler, il s'agit d'une romance à suspense, c'est-à-dire une romance assez sombre, dans laquelle il va y avoir une intrigue de fond un petit peu sous forme d'enquête. En termes de tropes, il va aussi y avoir une identité cachée, un fin de famille qui est vraiment très chouette, mais aussi une romance avec énormément de tension et surtout une personnage principal ultra badass. Pour ce qui est du mini pitch, on va suivre Elvira qui accepte un marché avec une avocate qui lui propose de faire sortir son frère de prison en échange du fait de l'envoyer dans une école d'élite dans laquelle elle va devoir trouver un violeur. Rien que ça, madame. Une fois sur place, elle va bien évidemment se mettre à enquêter et il va y avoir des personnes qui vont se mettre un petit peu sur son chemin. Je ne vous en dis pas plus pour ce qui est du pitch, mais on peut du coup passer à mon avis et vraiment, j'ai adoré ce livre. Tout d'abord pour les personnages parce que, encore une fois, j'ai vraiment adoré Elvira, elle est extrêmement badass, elle a vraiment beaucoup de répartie, elle est marrante, elle est sarcastique, elle a un sale caractère, mais franchement, qu'est-ce qu'elle est cool. En plus de ça, elle va rencontrer pas mal de personnes, et notamment un groupe de garçons un petit peu à la The Devil's Sons, avec lesquels elle va se lier d'amitié, et franchement, je trouve que le fan family est extrêmement bien exécuté. En tout cas, moi, personnellement, il m'a beaucoup touchée. Pour ce qui est de la romance, il y a vraiment beaucoup de tension, c'est des joutes verbales en permanence, des pics, des blagues, du sarcasme, du second degré, etc. C'est pas forcément marrant, mais pourtant on rigole quand même. Encore une fois, on n'est pas sur une comédie romantique, on est vraiment sur un romantique suspense, donc c'est vraiment très sombre. Il y a des thèmes abordés qui sont très durs. Je vous invite à aller voir les trigger warnings d'ailleurs avant votre lecture, et c'est bien évidemment à partir de 18 ans. Mais du coup, au-delà de toutes ces choses très traumatiques qui vont être traitées, il y a aussi quand même beaucoup d'humour, bizarrement. Et c'est quelque chose que j'ai vraiment beaucoup aimé. Et ensuite, côté intrigue, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de plot twists, je me suis vraiment pas ennuyée, j'ai été beaucoup surprise. Malgré tout, ma seule petite déception, c'est que l'enquête arrive quand même assez tard, finalement, dans ce tome 1. Apparemment, elle va être beaucoup plus développée dans le tome 2, donc j'ai vraiment hâte de lire pour cette raison. Mais c'est vrai que c'était le seul petit point. Si vous lisez ce livre vraiment uniquement pour l'enquête, vous risquez malheureusement d'être un petit peu déçu. Donc voilà, je tiens quand même à prévenir. Moi, ça ne m'a pas dérangé, mais encore une fois, si c'est ce que vous cherchez vraiment dans cette lecture, vous risquez d'être déçu. Ensuite, on est encore chez Plume du Web avec L'Art du trompe-l'œil de Océane Ganem et Jen Guerreri. Et alors là, pour le coup, c'est vraiment l'inverse. Je n'ai pas du tout apprécié ma lecture. Je vais être du coup assez rapide sur celui-ci. Suivre Carmen, qui est une jeune femme très riche avec des parents qui ont le bras long et grâce à qui elle va se retrouver dans une formation ultra prisée dans les beaux-arts avec son compagnon. Et au début, on sait pas trop pourquoi, mais il se monte vite la tête contre un autre étudiant qui, lui, à l'inverse, est vraiment le marginal, qui ne veut pas faire comme les autres, etc. Sauf que, bien évidemment, il va se passer quelque chose entre les deux et au début, on comprend pas trop pourquoi. J'ai beaucoup aimé la double plume, il n'y a pas eu forcément de problème de ce côté-là, c'est plutôt pour ce qui est des personnages et de leur profondeur et de leurs relations que j'ai énormément bloqué parce que au-delà de ne pas avoir réussi à m'attacher à eux, je les ai détestés. Et c'est pas vraiment ce que j'attends quand je lis une romance, donc forcément j'ai eu beaucoup de mal à le lire. Par contre, j'ai vraiment beaucoup aimé l'aspect art qu'on retrouve dans l'univers parce que on est au Louvre la moitié du temps et ça j'ai trouvé ça plutôt cool. Mais vraiment à part ça, j'ai pas du tout accroché. En plus, attention, il y a beaucoup de références à d'autres sagas de ces deux autrices, donc je vous invite à lire leurs livres avant de commencer celui-ci, si vous voulez pas vous spoil. Voilà. Ensuite, on est encore sur une petite déception avec L'héritier trahi de Holly Black qui est sorti chez Rajo. C'est le premier tome d'une nouvelle duologie dans l'univers de Dolmelf, donc le même univers que Le Prince Cruel, et pour le coup,
J'adore la plume d'Holly Black, je trouve que l'univers qu'elle a créé est juste incroyable. Je suis une très grande fan du Prince Cruel et encore une fois de toutes les créatures, tout le monde qu'elle a inventé. Et malheureusement, j'ai vraiment pas ressenti cette étincelle avec celui-ci. Je me suis beaucoup ennuyée, j'ai pas particulièrement accroché avec les deux personnages principaux. Que ce soit Vren ou Shen, je les ai trouvés assez fades comparés forcément à Cardan et à Jude. Donc c'est assez dommage. Bon. Je pense qu'il y a vraiment ce côté déception parce que j'avais beaucoup d'attentes. C'est pas un mauvais livre et j'attends quand même de lire la suite pour me faire une vision globale de la duologie, mais j'avoue que j'en attendais beaucoup plus, donc c'est plutôt de la frustration. Dans ce livre, on va suivre Vren qui est désormais en exil et Shen qui va justement, après des années, venir la retrouver et l'emmener avec lui dans une quête un petit peu farfelue. Ensuite, ce mois-ci, j'ai aussi reçu de la part de Roncière Défier les ombres de Catherine Quinn et pour le coup, pour ma part, ça a été une plutôt bonne lecture. Dans ce livre, on va suivre Jude Maddox qui est la main de la mort, c'est-à-dire le commandant de l'armée du royaume, et qui un jour va prendre une décision un petit peu dangereuse. Le jour où il était censé aller sélectionner les futurs soldats de son armée, il va faire le choix de prendre sous son aile Kiara, qui est une jeune femme, et en fait les jeunes femmes dans son armée c'est pas ultra habituel. Et il va vite remettre en question ce choix lorsqu'il va se rendre compte que Kiara est en fait la seule à ne pas avoir peur de lui, à ne pas le craindre, et elle va rapidement commencer à le pousser à bout. Sauf qu'en parallèle de ça, tout le royaume est un petit peu en sursis pour une problématique de malédiction. Bref, prenez toutes les tropes habituelles de la romantaisie et vous obtiendrez ce livre. C'est aussi pour ça que je peux comprendre qu'il y ait beaucoup d'avis mitigés ou négatifs, c'est que dans ce livre, il n'y a rien de vraiment surprenant. Même s'il y a certaines spécificités dans l'univers qui sont pas habituelles, on va pas se mentir, côté relations, côté thématique, et aussi notamment au niveau de l'intrigue, il n'y a rien de surprenant. Malgré tout, pour quelqu'un qui ne se prend pas la tête avec ses lectures ou qui commence la romantaisie ou autre, oui, c'est pas surprenant, mais en même temps, ça fonctionne. Donc moi, personnellement, je me suis totalement laissée porter et j'ai vraiment beaucoup apprécié. Seul petit bémol, c'est vrai qu'il y a quelques lenteurs en milieu de livre et aussi j'ai trouvé que Jude Maddox était quand même assez fade comparé à d'autres héros de romantaisie. Mais j'ai quand même passé un bon moment et je pense que vous le verrez au niveau des post-it, il y a quand même beaucoup de plot twists sur la fin du premier tome, donc j'ai quand même hâte de lire la suite. Ensuite, je crois que c'est le plus gros bébé de ce mois-ci, il s'agit de Mile High de Liz Stamford. C'est le premier tome de la saga Windy City. Pour le coup, on est sur des romances vraiment green flag. Le petit pitch, on va suivre Stevie qui est hôtesse de l'air et qui va se retrouver assignée au vol d'une équipe de hockey, dans lequel il y a un joueur qui est extrêmement sulfureux, qui a une réputation vraiment pas très sympa et qui décide de faire d'elle son bouc émissaire parce qu'elle a été un petit peu trop froide avec lui et il n'est pas habitué. Parce que d'habitude, tout le monde est à ses pieds, donc forcément, pourquoi elle ne le voudrait pas? Je pense que vous voyez à peu près où je veux en venir. Ce qui change quand même pas mal de mes lectures habituelles, mais pour le coup, j'étais pas sûre d'aimer justement à cause de ça parce que c'est vraiment tout doux, etc. Et ben en fait, j'ai adoré. Je l'ai écouté en livre audio, donc peut-être que ça a aidé. Mais vraiment, c'est tout doux, c'est mignon, c'est rigolo. En plus de ça, il y a quand même des thématiques assez dures qui sont abordées. Que ce soit le body shaming, les relations toxiques, les problèmes familiaux, etc. Vraiment, c'est traité avec maturité, je trouve, que ce soit au niveau de la plume, la manière dont c'est amené par l'autrice, mais aussi au niveau des réflexions des personnages. Moi, j'avais justement un peu peur que, comme dans la plupart des romances, ce soit traité vraiment, bon voilà. Là, non, il y a des choses quand même qui vont assez dans le fond des choses, et j'ai trouvé ça plutôt bien. En plus, Zender, c'est le green flag originel, vraiment, on a rarement vu un book boyfriend comme ça. Et apparemment, Ryan, qui est le book boyfriend du tome 2, mais aussi le frère de l'héroïne de celui-ci, il est encore mieux. Donc je suis contente d'avoir fini celui-là, comme ça je vais pouvoir me lancer sur le deuxième. Ensuite, on a God Killer de Anna Kanner, qui vient de sortir aux éditions PAL, donc en format poche, mais qui était déjà sorti chez De Sexus. Ici, on est sur une fantasy pure et dure, avec un found family incroyable, de la guerre, de la mythologie aussi. Pas de la mythologie grecque, hein. On parle vraiment de mythologie au sens théologie plutôt. En tout cas, j'ai passé un très bon moment en lisant ce livre. Pour ce qui est du pitch, on va suivre une jeune femme qui s'appelle Kisen, qui est une tueuse de dieux parce que des dieux ont tué ses parents quand elle était toute petite. Elle est la seule de sa famille à s'en être sortie et du coup, elle va sacrifier sa vie pour tuer tous les dieux possibles, pour se venger, venger sa famille, venger son enfance. Elle a un caractère de cochon, elle est très dure, elle est très froide, ce qui fait que perso, j'ai eu beaucoup de mal à m'attacher à elle et d'un autre sens, j'étais contente de la voir se développer dans le found family dont je viens de vous parler parce que j'ai trouvé ça justement très touchant. Parce que du coup, un jour, cette jeune femme, elle va croiser une jeune fille et un dieu qu'elle ne va pas tuer pour des raisons que je ne vous donnerai pas pour ne pas vous spoil. L'ensemble prend place dans un univers qui ressemble beaucoup à The Witcher. J'ai adoré la série, j'adore le jeu vidéo, donc c'était vraiment fait pour moi. Le seul petit point négatif de mon côté et qui a fait que ça n'est pas un coup de cœur, c'est que c'est uniquement de la fantasy. Et pour le coup, c'est quelque chose qui me perd souvent malheureusement parce que c'est quand même assez lent, même si les plot twists sont incroyables. C'est pas forcément mon genre préféré, même si j'ai passé un bon moment et que j'ai trouvé que c'était vraiment une pépite. La plume était trop travaillée, trop détaillée et trop lente pour moi. Donc je vais lire la suite parce que pour le coup, j'ai
beaucoup de questions, notamment sur l'histoire de Skedi, qui est le petit dieu dont je vous ai parlé, et je vous en dirai des nouvelles. Ensuite, j'ai lu Le restaurant des recettes oubliées de Hisashi Kashiwai. C'est disponible, il me semble, en grand format aux éditions Nami et au petit format du coup chez J'ai lu. Et alors là, si vous avez besoin d'un petit moment de douceur, vous y êtes. Le petit pitch, c'est tout simplement Nagar, qui est un ancien détective, gendarme, policier, qui une fois à la retraite a décidé d'ouvrir un restaurant dans lequel il va essayer de retrouver les recettes oubliées des gens. C'est-à-dire qu'imaginons que vous avez le souvenir d'un plat que vous faisiez, je sais pas moi, votre arrière-grand-mère quand vous étiez tout petit. Vous n'arrivez pas à refaire ce plat parce que vous retrouvez pas la recette exacte. Vous allez dans ce restaurant et lui va se charger de refaire la recette. Vous vous en doutez, c'est pas seulement une histoire de petits plats, c'est plutôt des histoires de vie parce qu'on va suivre du coup 6 petites nouvelles, à chaque fois sur des personnages différents qui passent le pas de la porte de ce restaurant et qui viennent justement avec une histoire de vie, avec des traumatismes qu'ils essayent de guérir, des blessures qu'ils veulent penser. Ça parle d'amour, ça parle de famille, ça parle de reconstruction, ça parle de deuil. Vraiment, c'est très touchant, c'est très beau, c'est très doux. Que vous dire à part que j'ai adoré. En plus, j'ai voyagé au Japon l'année dernière et ça m'a un petit peu rappelé mon voyage, donc c'est pépite. Le tome 2 est déjà disponible en poche et le tome 3 vient de sortir en brochet. Et pour moi, si vous voulez essayer de la littérature japonaise, vraiment celui-ci est idéal, tout comme Tant que le café est encore chaud. C'est vraiment les deux petites séries qui sont extrêmement accessibles et qui vous montrent un petit peu ce qu'est la littérature japonaise pour sa douceur. Donc vraiment, allez-y les yeux fermés. Ensuite, Dans le soir de Maëlle Dezard aux éditions Slalom, et pour le coup, je l'ai écouté en livre audio, c'était vraiment trop cool. On est sur une cosy romantasy qui serait parfaite pour toutes les personnes qui ont adoré Assistant to the Villain. Il y a un petit peu ce côté conte féerique, assez loufoque, assez grotesque, dans une version peut-être un petit peu plus young adulte, mais qui peut plaire totalement aux grands enfants comme moi. Le petit pitch, c'est qu'on va suivre Navi, qui est une fée, qui a énormément de pouvoir, c'est vraiment la meilleure de l'académie des fées, sauf que malheureusement, au lieu de devenir fée marraine, ou en tout cas d'être promue fée marraine, elle va être promue fée des dents. Bon, c'est pas la voie à laquelle elle avait pensé, clairement, c'est un petit peu justement la voie des personnes qui n'ont pas trop de pouvoir. Sauf que vous vous en doutez, le destin, il fait pas les choses pour rien. Il va y avoir énormément de plot twists, énormément d'humour, énormément de... Encore une fois, c'est loufoque, c'est grotesque, c'est tout et n'importe quoi ce livre, et en même temps, c'est ça qu'on adore. Il est surprenant, il est original, il y a des personnages qui sont extrêmement divers et variés dans leur caractéristiques, que ce soit physique, mentale. Ils ont vraiment tous une morale qui est bancale. C'est pas grise, parce que voilà, mais c'est rouge fuchsia, bleu turquoise. Je pense que c'est typiquement le genre de lecture qui soit ça passe, soit ça casse. Dans mon cas, ça passait largement et j'espère que ce sera aussi le vôtre si vous décidez de le lire. Ensuite, j'ai aussi lu Elite Boys de Nick Brooks aux éditions Albin Michel Stories, et pour le coup, ce livre, il est quand même assez particulier. On est sur un thriller jeunesse, young adulte, dans lequel on va suivre 3 jeunes hommes qui sont issus de communautés discriminées aux États-Unis et qui vont être accusés du meurtre du directeur de leur école d'élite. Donc vous vous en doutez, on va parler de discrimination, de racisme, mais aussi de la manière dont ça va influer sur la construction de ces jeunes. Et le tout dans une narration dans laquelle on va avoir plus d'une vingtaine de points de vue. Alors je vous rassure directement, c'est pas 20 points de vue de 20 personnes dont on doit se rappeler, etc. C'est plutôt comme des petits interrogatoires faits à plein de personnes de la communauté qui gravitent autour de ces 3 jeunes hommes, que ce soit leur famille, leur amoureuse, les voisins, etc. Et dans ces points de vue, on va voir notamment les biais, encore une fois, racistes et communautaires. Et j'ai trouvé ça ultra intéressant. Surtout dans une plume qui est très young adulte, c'est extrêmement accessible et vraiment, encore une fois, je vous le conseille. C'est une expérience ce livre. Ensuite, toujours chez Albin Michel, j'ai lu La mer chantera ton nom de Laura Nsafou. Et franchement, c'est l'un des univers les plus originaux et les mieux travaillés que j'ai lu ce mois-ci. Dans ce livre, on va suivre Ino, qui est d'origine sénégalaise mais qui a grandi en France et dont le père va décider pour elle de l'envoyer au Sénégal pour les vacances. Sauf que déjà Ino, elle a pas vraiment envie d'y aller, on va pas se mentir, et surtout une fois sur place, il va lui arriver pas mal de bricoles. Voilà. Je vais pas vous en dire plus parce qu'encore une fois, je ne voudrais pas vous spoil, mais on va être sur de la mythologie sénégalaise, sur des histoires de djinns, et vraiment, l'univers créé est incroyable. Le world building, il est simple, il est accessible, et pourtant, il est super bien construit, il est beau, il est doux, il est poétique, tout en étant très sombre et très complexe, vraiment, chapeau bas. Encore une fois, ça n'a pas été un coup de cœur de mon côté parce qu'on est plutôt sur de la fantasy, il y a un petit peu de romance, mais elle est quand même au second plan. Du coup, ça fait que, effectivement, c'est pas le genre littéraire qui me fait vraiment craquer en général. Donc j'ai un petit peu ce recul-là, mais pourtant, franchement, encore une fois, la plume est très belle, très poétique, très douce. L'univers est dingue, c'est extrêmement original. Si vous cherchez une fantasy young adulte bien construite, là, vraiment, vous avez quelque chose. Ensuite, on est sur un presque coup de cœur avec Black Venus de Dahlia Blake aux éditions Nox, c'est-à-dire Albin Michel, collection Nox. Et alors là, vraiment, on tient quelque chose. On est sur une romance à suspense, encore une fois, dans un monde qui mêle cabaret et espionnage. Il y a de la tension, des plot twists, une personnage féminine incroyable. Inspirée de Josephine Baker, attention, c'est très important. Et justement, parlons-en, on va suivre une jeune femme qui s'appelle Violette Baker,
cœur et qui est tout simplement une personnalité publique parce qu'elle fait du cabaret, elle est danseuse, chanteuse. Et un jour, elle va rencontrer un jeune homme qui s'appelle Ethan et qui est censé être journaliste et là pour faire sa biographie, sauf que, comme je vous l'ai dit, il semble être là pour ça, mais il ne l'est pas parce qu'il fait partie de la DGSE et c'est un espion qui doit se rapprocher de Violette pour lui soutirer des informations et potentiellement faire d'elle une de leurs sources. C'était la première fois que je lisais un livre de Dahlia Blake et j'ai été très heureuse de découvrir sa plume parce que je trouve qu'elle est ultra fluide, très moderne, très simple, très accessible et pourtant il y a quand même ce petit twist, cette petite nuance un peu poétique, un peu douce. C'est vraiment de la poésie mais moderne et j'ai adoré ça. En plus, je trouve qu'on parle quand même de sujets qui sont assez compliqués parce qu'il y a des thématiques comme du racisme et de la misogynie noire qui sont quand même traitées dedans. Pas forcément en profondeur, mais en tout cas de manière très humaine et très réelle. C'est-à-dire que ce que vit Violette, en fait malheureusement c'est quelque chose que vivent beaucoup de femmes en France et dans le monde et j'ai trouvé ça bien de le voir comme il est en fait dans la vraie vie tout simplement, sans pincettes et sans pour autant tomber dans le cliché. J'ai aussi beaucoup aimé le fait que Violette soit une femme forte et totalement libérée en termes de sexualité, vous le verrez très vite par rapport à son personnage, c'est une de ses caractéristiques mais qui est trop peu souvent mis en avant sur des jeunes femmes et je trouve ça très bien. Voilà, en termes de représentation, Violette c'est la queen quoi. Pour le coup il s'agit d'un stand-alone, c'est-à-dire qu'on peut le lire tout seul, mais il va y avoir 2 autres tomes dans cette série qui s'appelle donc Les Légendes et je vous avoue que j'ai vraiment hâte de les lire parce que si c'est la même chose que pour celui-ci, ça va clairement être des pépites. Ensuite ce mois-ci j'ai aussi commencé la saga Le Royaume Éternel de L.J. Andrews aux éditions Corrigan. Là pour le coup on est sur une romantaisie avec un univers qui est inspiré de la piraterie, c'est-à-dire que c'est pas des pirates, mais bon, ils ont un navire, ils ont des champs, etc. C'est vraiment trop bien. Dans ce livre, on va suivre Eric, qui est le roi du royaume de l'Éternel, mais qui est en fait le roi de la mer, en gros, et qui déteste le royaume de la terre parce que leur roi a tué son père à lui. Donc pour se venger, il va décider d'aller kidnapper qui? La fille de son ennemi, qui n'est autre que Livia. Sauf que plus ils vont passer du temps ensemble, plus ils vont se rapprocher et se rendre compte que finalement, peut-être que des deux côtés, il y a eu pas mal de mensonges échangés. Leurs certitudes vont vite être remplacées par beaucoup de doutes. Le tome 2 sort en mars, il me semble, parce qu'il a été décalé, mais je peux vous dire que je l'attends de pied ferme. Parce que même si j'ai trouvé que le début, en tout cas les 150 premières pages étaient quand même assez lentes, en fait une fois qu'on est lancé pour le coup, c'est un véritable page turner, on n'a qu'une envie, c'est savoir la suite. L'intrigue a l'air plutôt bien construite pour l'instant, j'attends quand même le tome 2 pour confirmer, mais en tout cas ce que j'en vois, ça me plaît beaucoup. Je pense qu'il y a beaucoup de potentiel sur la saga au global. Par contre attention, pour ce qui est de la romance, on n'est pas du tout sur une romance green flag, je vous l'ai dit, il y a une histoire de kidnapping, etc. On est plutôt sur de la dark romance, ou en tout cas sur une romantaisie vraiment adulte et sombre, donc bon voilà. Mais si c'est quelque chose qui ne vous dérange pas, alors pour le coup je pense que vous pourriez vraiment aimer. Et c'est vrai que le mood pirate, même si encore une fois on n'est pas sur des pirates, on n'en lit pas assez souvent et je trouve qu'il est plutôt bien traité. Moi pour le coup j'étais vraiment immergée dans l'univers et j'ai adoré ça. Je vous le conseille aussi. Le dernier livre papier que j'ai à vous présenter aujourd'hui c'est Bloodguard, mon petit chouchou. Avec The South Girl, c'est mon deuxième coup de cœur du mois et en fait pour être honnête avec vous, je l'avais lu le mois dernier mais j'avais pas le droit de vous en parler dans mon précédent bilan parce qu'il n'était pas encore annoncé, mais là il vient de sortir donc je peux enfin vous en parler ouvertement. Surtout que c'était un coup de cœur donc c'était compliqué de pas pouvoir vous en parler plus tôt, mais bon maintenant j'ai le droit donc je ne vais pas me gêner. On est sur une romantaisie sur la thématique des gladiateurs dans un royaume assez bien construit avec beaucoup de créatures différentes, etc. Le tout entre une elfe et un humain, une princesse déchue, un gladiateur, enfin bref. Moi personnellement, dès le pitch, j'étais conquise. Dans ce livre, on va suivre Leigh qui est devenu gladiateur il y a des années pour pouvoir sauver sa famille de la pauvreté et de la famine. Parce que le rêve de tout gladiateur est de devenir Bloodguard, qui équivaut en gros à entrer dans la garde du royaume, etc. Tu gagnes énormément d'argent, tu deviens quelqu'un de respecté dans le royaume entier, et en gros ça c'est son but ultime. Sauf que autant quand il s'est enrôlé à l'époque, c'était quelque chose d'atteignable, mais bizarrement depuis quelques mois, quelques années, les combats sont de plus en plus difficiles. Du coup, Leigh, il commence un petit peu à avoir peur pour ses fesses. Jusqu'au jour où il y a Maeve qui va venir le voir et lui proposer un pacte. Et vraiment, je vous jure, cette romantaisie, bon, faut pas la lire pour la romance, je pense, parce que je trouve qu'elle se met quand même assez vite en place. C'est clairement pas un slow burn, il y a beaucoup de tension, mais bon, c'est pas non plus la tension qui fait le livre. Mais par contre, la plume est très masculine, très virile. Il y a un côté très sanglant, très gore qu'on retrouve pas si souvent que ça, en fait, en romantaisie. Le fait que le point de vue de Leigh soit très présent, ça ajoute justement à ce côté très dur et très froid, mais qui finalement n'est pas déplaisant parce que c'est assez original justement je trouve sur la scène romantaisie française. Par française j'entends sur le marché français, hein. Je parle pas de littérature française sachant que ça c'est américain. C'est une trad, mais bref vous m'avez compris. Je trouve que justement encore une fois c'est surprenant parce que original, c'est pas quelque chose qu'on trouve beaucoup. De même sur le thème gladiateur, personnellement c'est la première fois que je lisais quelque chose sur ce sujet donc j'ai adoré. Et pour ne rien lui enlever, il y a énormément de plot twist, énormément de retournements de situation, beaucoup d'action. Vraiment à partir de la moitié de ce livre, tout s'enchaîne à une vitesse. On n'a même pas le temps d'arrêter de pleurer pour une scène qu'on est déjà en train de crier pour une autre. Voilà.
Et en plus, je sais pas si c'est moi qui suis naïve, mais je me suis fait avoir par tous les plot twists, il y en a pas un seul que j'avais vu venir. Donc vraiment, non, chapeau bas. En plus, c'est un stand-alone, c'est-à-dire que vous pouvez le lire tout seul, il n'y a pas de souci, mais il va quand même y avoir un deuxième tome sur un autre personnage qu'on découvre ici. Et encore une fois, celui-là, je l'attends de pied ferme. C'est tout pour les livres papier, mais par contre, j'ai un dernier livre dont j'aimerais vous parler, il s'agit de Affronter la nuit de Marie Répelin aux éditions PKJ. Je ne l'ai pas malheureusement parce que je l'ai écouté en livre audio, mais je me devais de vous en parler quand même parce qu'il est vraiment très chouette. Pour le coup, on est vraiment sur une inspiration Force Wing et Divergente, mais version young adulte. On va évoluer dans un royaume dans lequel une journée et une nuit durent un an. Et à chaque fin du jour, on va avoir la déesse Oria, qui est la déesse du soleil, qui va choisir ses élus, principalement des jeunes gens qui vont ensuite développer des pouvoirs quand ils vont rejoindre l'académie. Et dans cette académie, on forme des soldats pour pouvoir combattre les dragons, qui sont censés être l'ennemi d'Oria, être l'ennemi des humains. Sauf que, est-ce que c'est vraiment si simple que ça? Je ne sais pas. Bref, si vous cherchez une romantasy young adulte avec des dragons, pour le coup, vous pouvez y aller les yeux fermés. La plume est très simple, très accessible. De même que l'univers, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qu'on retrouve en général dans les romantasy, et notamment celles avec des académies. Pareil pour l'intrigue, il n'y a rien de très surprenant finalement, parce qu'il y a un côté très rébellion qu'on a dans la dystopie à laquelle on est habitué. Mais comme pour Défier les ombres, c'est quelque chose qui ne me dérange pas dans le sens où c'est aussi pour ça que je lis ce genre de littérature. C'est pour retrouver les mêmes choses qui me font aimer ce genre. Donc oui, il n'y a rien de vraiment original, rien de vraiment surprenant, mais en même temps, on se laisse porter et bah on passe quand même un super moment quoi. En plus, j'avoue que le cliffhanger de fin me donne très envie. Il y a un petit fan family qui vient adoucir le tout, donc j'ai hâte de lire la suite. Voilà pour mes lectures du mois de janvier. J'espère que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à venir en commentaire pour échanger avec moi, me dire les livres que vous avez lus et que vous avez adorés. Si on a eu certains livres en commun sur ce mois de janvier, si vous avez les mêmes avis que moi ou des avis totalement divergents. N'hésitez pas également à vous abonner et à activer la petite cloche pour être au courant la prochaine fois que je poste quelque chose. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À bientôt!